Bonsoir à tous, début d'une nouvelle semaine d'information sur TV 78. Nous sommes le lundi 4 mai 2020. Bienvenue pour une nouvelle édition spéciale au 49e jour de confinement. Depuis le jeudi 30 avril, l'État classe les départements en vert, orange ou rouge en fonction de l'évolution de l'épidémie. Objectif, déterminer la manière dont se fera le déconfinement. Au 3 mai 2020, les Yvelines sont classées en rouge. En clair, le coronavirus a encore des conséquences importantes sur le territoire et le déconfinement total ne peut avoir lieu, même si le nombre d'hospitalisations et de réanimations est en baisse, comme vous le voyez sur ces courbes. Mais tout peut évoluer. La classification du jeudi 7 mai 2020 sera prise en compte pour déterminer la stratégie du déconfinement à partir du 11 mai. Et une inquiétude par rapport au déconfinement, celle de 316 maires d'Île-de-France. Ils adressent au président de la République Emmanuel Macron une lettre ouverte pour lui demander de revoir sa copie quant à la réouverture des écoles à compter du 11 mai. Le calendrier est jugé intenable et irréaliste. Et il demande également conjointement de ne pas faire reposer la responsabilité juridique, politique et morale de la réouverture des écoles sur leurs épaules. Parmi les signataires de ce courrier des maires yvelinois, ceux d'Elancourt, de La Verrière ou encore de Saint-Cyr-l'École, on écoute justement cette dernière, propos recueillis par Wilfried Richy. Évidemment que tous les maires que nous sommes souhaitons la reprise de la vie du pays, qu'on veut bien sûr soutenir les familles, pour qu'ils puissent aller travailler, il faut bien entendu proposer du scolaire. Pour autant, on a un protocole qui tombe mercredi ou jeudi dernier. On est à une semaine et demie. Donc ça fait 3 semaines que ça a été annoncé. Ce protocole, honnêtement, il est fait sans aucune application correcte du terrain. Aucune prise en charge financière de ce que représente ce surcoût. Et puis surtout, une absence de protection pénale pour les maires. L'État fournit des masques au personnel de l'éducation nationale. Et nous, on fait quoi avec nos animateurs, nos ATSEM? Donc, on en fournit aussi. Donc, ça aussi, c'est un surcoût. Aujourd'hui, les masques, on le sait tous. En dehors du fait que c'est un surcoût, c'est aussi une denrée rare. Évidemment qu'on mettra en route la cantine. Après, quel format, je ne sais pas. On a tout entendu. Ces 15 derniers jours, on fait manger les enfants dans la classe, on les fait manger dans le réfectoire, on fait des paniers repas. Je suis en concertation avec à la fois les parents d'élèves et avec à la fois les enseignants. Comment on tient un enfant de 8 ans dans une classe toute la journée et avec la pause déjeuner dedans? C'est juste pas possible. Médaillé olympique en aviron en 2016 à Rio, le rameur versaillais Thomas Barouk est actuellement confiné en famille au Chénet-Rocancourt. Avant la crise sanitaire, il se préparait pour les Jeux olympiques de Tokyo. Alors comment passe-t-il ces journées? Comment réagit-il au report de cette compétition? Les éléments de réponse avec Aurélie Ronze. Bonjour Thomas Barouk, alors aujourd'hui nous entamons notre 8e semaine de confinement. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis chez moi, je suis dans de bonnes conditions puisque j'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai une maison avec pas mal de place, j'ai les moyens de continuer à m'entraîner, je suis en télétravail. Donc globalement, je ne suis pas à plaindre et je supporte plutôt bien ces semaines de confinement. Alors justement, quand on fait de l'aviron, comment on fait pour continuer à s'entraîner en étant confiné ? Alors on s'entraîne pas en bateau, ça c'est sûr, on n'a pas de dérogation ou d'autorisation particulière en tant que sportif de haut niveau. Je m'entraîne sur l'ergomètre, donc c'est un rameur d'appartement qui simule assez bien le mouvement de l'aviron avec beaucoup de paramètres techniques qui sont pas là, mais au niveau physiologique ça fait vraiment bien le travail. Et puis je fais aussi du vélo, pas mal, du vélo d'appartement, et puis de la musculation, puisque mon club m'a permis d'embarquer un peu de matériel juste avant le début du confinement pour pouvoir faire ça à la maison. Vous avez un planning précis, entraînement le matin, une pause, entraînement l'après-midi, comment ça se passe ? Oui, effectivement, j'ai une organisation de journée qui ressemble à peu près à ce qui se passe quand on n'est pas en période de confinement. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas les déplacements. Je m'entraîne le matin, alors soit en début de matinée, soit en fin de matinée, ça dépend un peu de l'humeur, de la forme et puis des rendez-vous que je peux avoir au niveau professionnel aussi. Je déjeune normalement, je fais une petite sieste après, je recommence à travailler et puis je fais le deuxième entraînement en fin d'après-midi, début de soirée, suivant la durée. Donc c'est des journées qui ressemblent quand même pas mal à ce que je fais habituellement, à la différence près du déplacement.
Vous êtes resté en contact, j'imagine, aussi avec votre collègue qui applique les mêmes règles que vous, les mêmes règles d'entraînement que vous aussi? Oui, alors de toute façon, au niveau national, on a un programme qui est le même pour tous les rameurs. On a toujours des contacts avec nos coachs au niveau de la fédération. Donc voilà, chacun organise un peu ses journées comme il le peut et comme il le veut en fonction de ses contraintes, mais le programme d'entraînement est à peu près équivalent pour tout le monde. Alors, bien sûr, vous deviez participer aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo qui ont été reportés d'1 an en raison évidemment de la crise sanitaire. Comment vous avez réagi à cette annonce ? Alors, c'est un petit peu à raccourci de dire que je devais y participer. J'espérais pouvoir y participer. Les sélections n'étaient pas encore bouclées, les qualifications du bateau n'étaient pas encore obtenues. Donc, on n'en était pas encore directement à se préoccuper des Jeux Olympiques. On était plutôt à se préoccuper de pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Et alors c'est sûr que avec la première nouvelle qui a été annoncée, c'était l'annulation de la régate de qualification, donc potentiellement une qualification sur tapis vert, ce qui nous arrangeait pas beaucoup parce que le bateau français était pas bien parti pour se qualifier de cette façon-là. Donc ça a été un peu un soulagement, ou en tout cas de se dire qu'on avait à nouveau nos chances et notre destin entre nos mains. Maintenant, je ne sais toujours pas quelles vont être les modalités de sélection au niveau national pour l'année prochaine, et encore moins de qualification pour les Jeux Olympiques, même si on se dit que avec le temps qu'on s'est laissé, potentiellement on pourrait recopier ce qui était prévu pour cette année, pour l'année prochaine. Mais c'est encore un point d'interrogation. Pour l'instant, on ne sait pas, et c'est à peu près normal parce que je pense que personne ne sait vraiment à quoi va ressembler les semaines et encore moins les mois à venir. Alors justement, après le 11 mai, donc la date en théorie évidemment du début du déconfinement, est-ce que vous avez eu des précisions concernant votre entraînement ? Est-ce que ce sera possible à l'extérieur par exemple ? Non, j'ai pas vraiment eu de précision, j'ai juste eu le communiqué de presse du ministère des Sports. En plus, moi je suis dans une situation un peu particulière parce que je m'entraîne dans le parc du château de Versailles. Donc il y a un endroit qui est fermé en ce moment, qui va potentiellement le rester. Donc est-ce que je vais réussir à être considéré comme un sportif professionnel et à ce titre-là avoir le droit de me déplacer et d'y accéder pour travailler et donc pour m'entraîner? Pour l'instant c'est encore des interrogations. J'ai contacté des personnes qui doivent prendre cette décision et pour l'instant j'attends. Mais c'est vrai qu'à une semaine du déconfinement, je ne sais pas vraiment à quoi va ressembler la semaine prochaine. Bon, après, quelques jours de plus sur le rythme qui vient de s'écouler pendant 8 semaines, ça ne sera pas un drame, je pense. Vous avez hâte, j'imagine, quand même, de ce déconfinement, de retrouver justement le contact avec l'eau, par exemple, j'imagine. Oui, effectivement, c'est ce qui manque le plus. Les sensations qu'on peut avoir en bateau, on les retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui finit par manquer. Après, c'est pas plus mal au fait que ça manque un peu parce qu'on se rappelle, ça permet de se rappeler pourquoi on aime ce sport, pourquoi on aime aller à l'entraînement. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je rame, plutôt une carrière un peu longue maintenant. Et donc, je suis plutôt content dans la mesure du possible, hein, mais c'est pas plus mal finalement cette coupure un peu forcée. C'est une réorientation stratégique, une adaptation à la crise sanitaire. L'entreprise Deléage implantée à Elancourt a transformé sa production. Spécialisée dans l'événementiel, elle a décidé de lancer la production de mobilier destiné aux entreprises pour se protéger du virus. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. 1000 présentoirs de gel hydroalcoolique fabriqués en 8 jours, voilà le bilan provisoire de la nouvelle stratégie de Deléage. Spécialisée dans la fabrication de mobilier d'événementiel, cette entreprise s'est réinventée. Des produits destinés à la préparation du déconfinement pour les entreprises, notamment avec ses écrans de protection en plexiglas pour les bureaux. Sur des grandes plaques en 3x2, on peut découper pas mal de poses avec des systèmes de pieds très très simples à utiliser qui protègent vraiment tous les bureaux, toutes les personnes dans des accueils, etc. Techniquement, il n'y a rien de nouveau. C'est juste des adaptations de forme pour pouvoir créer en fait des produits comme vous avez vu tout à l'heure. S'adapter aux besoins dans ce contexte de crise sanitaire, le choix opéré par la dirigeante de cette société, Virginie Deneville. Les premiers produits ont été pensés dès le début du confinement. Je me suis vraiment fait une réflexion sur les besoins qu'allaient avoir les gens en sortie de confinement. C'est un besoin physique et psychologique. Physique parce qu'il faut se battre contre un virus, mais psychologique parce que si vous voulez que les salariés, les collaborateurs soient dans un état serein pour reprendre leur travail,
Il faut leur montrer dans l'entreprise qu'on met tout en œuvre pour qu'il y ait zéro risque. Des cloisons de séparation entre les bureaux, des écrans de protection pour les restaurants ou les comptoirs d'accueil. Plusieurs gammes ont été conçues. Avec une 50aine de commandes programmées, la production a redémarré mi-avril. Chaque gamme va me permettre de travailler soit aussi bien avec un appel d'offres public, une salle de conférence, un gros centre de conférence comme on le fait d'habitude, par exemple à l'OCDE ou des clients comme ça, ou du Sénat ou tout ça, que les commerçants ou le restaurateur du coin. Avec un tiers du chiffre d'affaires réalisé au mois de mars, cette nouvelle activité doit permettre d'amortir cette perte en attendant une reprise de l'activité habituelle dans le secteur de l'événementiel. Carrelage, salle de bain, matériel décoratif, la société Emistil installée à Accoignères connaît, comme bien d'autres entreprises, les conséquences de la crise sanitaire. Si une partie de l'activité s'est poursuivie, ses dirigeants ont décidé aussi de s'adapter. Les explications d'Aurélie Ronze. Dans cette enseigne basée à Coignères, des revêtements pour le sol, des aménagements pour la salle de bain, mais aussi depuis peu des solutions hydroalcooliques. Un produit devenu indispensable face à la situation sanitaire que l'entreprise a eu l'autorisation de fabriquer. Un autre fabricant français qui est Hydrominéral, il a eu l'autorisation dernièrement et il s'est très très vite adapté. Il a eu l'autorisation de transformer sa production. Ces produits, on les a déjà dans un premier temps, proposés à notre clientèle traditionnelle, c'est-à-dire entreprises du bâtiment qui de toute façon en ont besoin, aussi à tous nos confrères commerçants de la zone de Coignères, de Rambouillet et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et prochainement, nous proposons ce même produit aux particuliers, suivant les besoins. Le conditionnement de 5 et 20 litres permet en plus du lavage des mains de prévoir une désinfection du mobilier et des locaux. Cette adaptation de l'entreprise lui a notamment permis de conserver une activité plus soutenue alors que l'accès au magasin était uniquement réservé aux professionnels. Aujourd'hui, seule la moitié des 11 salariés sont en chômage partiel. Cette activité de production et distribution de solutions hydroalcooliques pourrait se poursuivre encore quelques temps. On arrive à la situation de façon rapide parce qu'il faut le faire et on y est. Voilà, on est dans peut-être notre nouveau métier. Mission d'urgence ou encore action solidaire et sociale. Depuis le début de la crise sanitaire, une dizaine de bénévoles de la protection civile des Yvelines se relaient chaque jour sur le terrain. Touchée économiquement de plein fouet, la protection civile lance un appel à la générosité publique et ce, pour la première fois de son histoire. La protection civile a une mission sur plusieurs volets. La première sur l'action sociale. On est présent, donc on continue les maraudes cellules sociales. On est présent auprès d'un agriculteur à Écueilly pour pouvoir l'aider dans toutes les commandes. Et on a également, ce qui est la spécificité de la protection civile, l'action sur le secours. En effet, nos équipes sont présentes depuis le début auprès du SAMU des Yvelines pour aller vers les malades à domicile et pouvoir les transporter. Déjà, faire une levée de doute et éventuellement d'aller les transporter sur les hôpitaux du secteur à la demande du SAMU. Nous avons également en liaison avec les autorités publiques des missions dans les EHPAD et différentes opérations de logistique, par exemple dans les hôpitaux où on accueille à la fois le public et on a une mission de renfort dans les urgences auprès des hôpitaux de Poissy et de Mantes-la-Jolie. Habituellement, la protection civile est financée par deux biais. Le premier, les formations au premier secours qui sont vendues auprès des entreprises, des collectivités, mais aussi des particuliers. Et ensuite, des différents dispositifs prévisionnels de secours que l'on fait pour des organisateurs privés ou des organisateurs publics. Ces activités, à l'heure actuelle, elles sont à l'arrêt complet de par les demandes aussi du gouvernement, puisqu'il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de formation au premier secours. À l'heure actuelle, on a une demande exponentielle de missions, donc il y a des nouvelles missions qui vont s'ajouter à ça. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de financement pour pouvoir continuer ces missions. La protection civile, à 99%, depuis son existence, n'a pas pour habitude de se financer par la générosité publique, qui est un mot qui est pour l'instant, nous, inconnu et qui prend vraiment du sens pendant cette crise-là. Alors la première possibilité, la plus simple, c'est d'envoyer don par SMS au 92 3 92. Donc on envoie simplement le don et c'est 5 € qui est directement débité de sa facture téléphonique. Donc tous les opérateurs jouent le jeu à l'exception de Free. C'est important de le citer. Si les personnes qui souhaitent faire un don et rencontrent des problèmes pour pouvoir faire un don par SMS ou ils souhaitent tout simplement donner plus de 5 €,
Il suffit de se rendre sur le site internet de la Protection civile des Yvelines où ils ont l'occasion de faire un don. Et si ils préfèrent envoyer un chèque ou faire un virement, ils nous contactent et on leur donnera la réponse aux questions qui se posent pour pouvoir nous donner, sachant que l'ensemble des dons, qu'ils soient de 5 € et qu'ils soient de plus, sont entièrement déductibles des impôts. Direction le Sud-Yvelines avec Over the Blues. Cette association a rassemblé des bénévoles pour élaborer des surblouses pour le personnel soignant qui manque de matériel médical. Une centaine de couturières a sorti les machines à coudre. Mathilde Demilly est allée à leur rencontre. Regardez. Allez, voilà, j'ai récupéré des draps, des choses pour tout le monde. À Saint-Léger en Yvelines, Marie-Claude a ramené des draps et différents tissus donnés par le voisinage. Le petit groupe de bénévoles de l'association Over the Blues crée du matériel pour le personnel soignant. C'est très important, il y a des gens qui ont besoin des surblouses et c'est très important de pouvoir... Mais ça ne marche que si on est nombreux pour pouvoir avoir chacun quelque chose à faire. Parce que chaque blouse, on met au moins 3 heures pour les coudre simplement. Après ça va, il faut traiter le tissu, c'est-à-dire le repasser, il faut le préparer. Tout ça, c'est très long. Dans cet atelier, les bénévoles découpent chaque morceau de tissu grâce à des patrons qui serviront à créer les surblouses. Les manches, le buste, sans oublier les élastiques, tout doit être prêt pour faciliter la couture. Ici, effectivement, on découpe tout, on assemble, on a des élastiques. Over the Blues m'en a passé quelques mètres. Moi, j'en avais aussi du métrage à la maison. Donc, on prépare tout. Après, les filles qui cousent donc m'envoient un SMS pour me dire est-ce qu'on peut passer, t'es à la salle à quelle heure. Elles viennent chercher des blouses à coudre et elles me les ramènent quelques jours après. Une fois les pièces constituées, elles sont repassées et envoyées aux soignants. Marie de Robillard est une des co-gérantes à l'initiative du projet. Elle s'occupe de la logistique entre les couturières bénévoles. On est plus de 100 bénévoles et qui avons livré déjà plus de 700 blouses. Donc vraiment, je remercie toutes ces bénévoles qui vraiment ressortent leur machine, réapprennent à coudre. C'est incroyable. Des blouses qui ont rejoint les hôpitaux et les centres yvelinois pour les soignants qui sont en première ligne face au coronavirus. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez à votre domicile et prenez soin de vous. Et on se quitte sur cet extrait du chanteur algérien Idir, héros de la chanson kabyle. Il nous a quittés ce samedi 2 mai à l'âge de 70 ans. Il était venu faire un concert à la Meurise à Trappes le 10 février 2018. Passez une excellente soirée sur TV78. تدفي الوطن ساليتي جنباني رش الزندي